Joël Mergui, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel et bonjour à tous nos amis et familles en Israël. M- Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On est heureux de vous avoir à plusieurs titres. D'abord parce qu'on est heureux de vous savoir à nouveau en bonne santé. D'abord, comment vous portez-vous après avoir vous-même été atteint par le virus? Baruch Hashem, ça va de mieux en mieux. C'est pas encore la forme parfaite parce que ce virus, quand il atteint difficilement. Bon, j'ai vécu des moments difficiles, mais ça va, tout va bien depuis Pessah. On a pu passer la fête de Pessah à la maison et puis reprendre les liens avec l'ensemble des acteurs de la communauté juive. Et je suis très heureux de pouvoir être à la fois sur votre antenne, vous parlez Daniel en ami et puis dans l'habitude que nous avons d'être en contact régulier, et puis surtout de m'adresser à toute la communauté juive francophone nombreuse et que la remercier d'abord pour l'ensemble des messages qui m'ont été adressés pendant cette période, et puis de façon générale la remercier pour tout ce qu'elle fait pour faire vivre la spiritualité et le militantisme et la défense d'Israël. Alors, on va parler justement dans un petit moment du lien entre les deux communautés, la communauté francophone d'Israël et la communauté juive en France. D'abord, on voudrait avoir un peu votre appréciation sur ce qui se passe dans la communauté aujourd'hui. On est après plus d'un mois et demi de crise. On sait que la communauté juive a été durement touchée. Où on en est aujourd'hui à ce niveau-là? Des malades, des décès? Oui, il y a eu la communauté juive française a été très touchée, comme aux États-Unis, comme malheureusement dans pas mal d'endroits dans le monde où le mode de vie de la communauté, l'école juive, la synagogue, Pourim qui est passé par là, parce que le confinement n'a eu lieu qu'après Pourim, même si beaucoup de précautions avaient été prises avant, et heureusement, beaucoup de choses, beaucoup de nichetés ont été annulées, ce qui a permis d'éviter que ça soit encore pire. Mais notre communauté, en particulier dans certaines régions, comme la région parisienne, le Grand Est, et un peu à l'image de la communauté nationale, mais peut-être encore plus en nombre, a été très touchée. Je voudrais ici redire que ce soit en France ou en Israël ou dans le monde, ma compassion avec toutes les familles qui ont été touchées, qui n'ont pas pu s'en sortir, le nombre considérable de décès qu'il y a pu avoir dans le monde, dans des conditions très difficiles, puisque les expédibles n'ont pas pu se faire correctement, les kadishim n'ont pas pu se faire, et donc tout ça, ça crée un climat difficile. Vraiment, je voulais le dire, et dire aux malades, tous nos vœux de réfoua chez les mains. Je voudrais aussi, je l'ai souligné quand j'étais en réunion avec le président de la République, rendre un hommage particulier aux soignants. C'est fait tous les jours, mais quand on est passé par là, quand on est à l'hôpital, et quand on sait toutes les précautions que nous prenons partout dans la société, la distanciation, les précautions, et que vous voyez des soignants à vos côtés, vous toucher, vous faire des prises de sang, vous aider à bouger, vous aider à vous lever, vous voyez des personnes, parfois des aides-soignantes, des infirmières, c'est vrai en Israël, c'est vrai partout dans le monde, qui prennent des risques sur leur vie. Et je voulais vraiment aujourd'hui aussi leur rendre hommage, parce que c'est vrai dans le monde entier, des personnes qui ne sont pas des guerriers, qui ne sont pas des gens qui sont préparés à faire la guerre, mais qui font une autre forme de guerre en prenant des risques pour soigner des vies. Alors, je voudrais peut-être rentrer un peu dans certains détails qui sont douloureux. Il y a beaucoup de Juifs de France qui ont qui ont succombé face au coronavirus. Beaucoup voulaient être enterrés en Israël. Est-ce que ceux qui ont voulu être enterrés en Israël ont pu être enterrés, ou alors ça a été beaucoup plus compliqué? Comment tout cela s'est passé pendant ces dernières semaines? Il faut rendre hommage, bien sûr, à la Chevra Kadisha, parce que les personnes de la Chevra Kadisha, de la même façon, se sont retrouvées face à cette difficulté. Un certain nombre de rabbins qui ont accompagné les enterrements. Oui, il y a eu au début une possibilité de passer par El Al, comme on le fait habituellement. Ensuite, les familles ne pouvaient pas accompagner les défunts, puisqu'il y a une interdiction. Donc, dans les cas où les familles sont en Israël, ou grande partie de la famille est en Israël, et la famille est en France et est prête à renoncer à participer à l'enterrement, il y a une possibilité qui existe encore, elle est fragile, de passer par Liège, par la Belgique et par le fret de Liège. Peut-être qu'un fret sera remis en place à partir de Paris. Je suis en discussion permanente, bien entendu, avec El Al. Nous essayons de tout faire pour faciliter la vie des familles. Alors maintenant, pour les personnes, je le dis parce que des gens sont peut-être concernés, Oui. et j'espère le moins, donc il y a l'impossibilité d'accompagner les familles, mais par contre les corps, on arrive dans certaines circonstances et dans certains cas, et on a pu jusqu'à ces derniers jours faire des enterrements qui ont pu se faire en Israël, avec malheureusement même en Israël les règles de
nombre qui participent aux inhumations. Maintenant, quand on ne peut pas enterrer en Israël parce que la famille est entièrement en France, on peut enterrer provisoirement en France pendant une période de 11 mois qui permet ensuite, dans un deuxième temps, quand tout cela sera terminé, de pouvoir prendre les corps et les amener en Israël. Voilà pour quelques précisions qui ne sont pas complètes parce que le dossier est très lourd, mais on est avec les responsables de la Chevra Kadisha à Paris et en contact avec Israël à l'écoute pour essayer de solutionner le mieux possible cette période particulièrement douloureuse et où les décisions sont toujours difficiles à prendre. Alors, on parle bien entendu en France beaucoup de sortie de crise, de ce fameux 11 mai, qui est comme par hasard le jour de l'Akba Omer, et en Israël aussi, on est dans la sortie de crise aussi. Et la grande question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pensez, parce que les avis n'étaient pas très clairs, les positions n'étaient pas très claires, est-ce que vous pensez, est-ce que les synagogues en France seront rouvertes à partir du 11 mai ou non ? Non, le début de sortie de crise, un début de déconfinement qui a été décidé par l'État et qui est encore à l'étude parce que on ne sait pas exactement comment ça va se faire. Donc nous avons en tout cas pour la part de la communauté juive, mais c'est vrai pour toutes les sensibilités, nous sommes en contact permanent avec le cabinet du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, avec le comité scientifique qui a été nommé par le président Macron, et nous avons une réunion des cultes avec le président de la République avant-hier soir, par audio-conférence. Pour ma part, et pour la part de la communauté juive, il n'est pas question aujourd'hui qu'on prenne un seul risque, à l'instar de ce qui se passe en Israël. Je voudrais faire une petite parenthèse pour rendre hommage à Bibi Netanyahou et au gouvernement israélien et me satisfaire qu'il y ait enfin un gouvernement en Israël. On va espérer que ça va tenir pour la gestion de cette crise. Je voudrais fermer la parenthèse, mais dire que c'est un exemple international qui fait chaud au cœur et de savoir que nos familles qui sont en Israël, la communauté israélienne est un peu plus protégée parce que des précautions ont été prises avec beaucoup de rigueur. Je voudrais vraiment le dire parce que peut-être vous vivez difficilement ça, mais vu de l'extérieur, c'est un encouragement pour tout ce que nous faisons. Alors pour revenir au déconfinement en France, oui, nous avons émis des avis. Il est clair qu'on ne va pas refaire Pourim et que, à l'instar de ce que vous avez fait en Israël, de faire des couvre-feux pendant les moments les plus sensibles, c'est-à-dire pendant les fêtes, il n'est pas question pour nous de rouvrir les synagogues le 11 mai. Il n'en était pas question de toute façon, mais le président de la République a de toute façon déterminé qu'il n'y aurait pas de réouverture avant le mois de juin, parce que il est clair qu'on doit être aujourd'hui dans une période de tolérance zéro et de grande rigueur. On peut dire il y a 2 mois, nous ne savions pas ce qui nous arrivait, nous n'avions pas l'idée de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort à chaque contamination. Je le redis avec beaucoup de sérieux, d'abord pour être passé par là, deuxièmement pour être en contact en tant que médecin, avec le comité scientifique et avec un nombre important de médecins pour gérer cette sortie. Quand on rouvrira les synagogues, il faut qu'on soit sûr qu'on est dans une période où on ne peut pas prendre de risques pour les personnes qui viennent. Vous savez, on a dit qu'au moment de la guerre, les synagogues étaient restées ouvertes. Au moment de la guerre, il y a plusieurs reprises, ceux qui venaient à la synagogue, ils prenaient un risque sur leur vie à eux. C'était des héros qui venaient à la synagogue. Aujourd'hui, si on revient à la synagogue, on prend le risque de faire prendre un risque à d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, aucun test n'est valable pendant plusieurs jours. On peut être négatif un jour et ne pas être négatif le lendemain. Vous savez, la pénurie de masques et la pénurie de tests que nous avons. Donc, on ne prendra aucun risque en France à la réouverture des synagogues. Et dernier point, il y a eu, et je voudrais rendre hommage à tout le corps rabbinique dans le monde, en Israël particulièrement. Je voudrais rendre cet hommage avec beaucoup de puissance. Et on a dans la tradition juive Beth Shammai et Beth Hillel. Il n'y a pas eu Beth Shammai et Beth Hillel, ou quasiment pas. L'ensemble des corps rabbiniques, orthodoxes, ultra-orthodoxes, dans toutes les sensibilités, on dit on arrête les offices, on arrête la sortie du Sefer Torah, on arrête le Kaddish. C'est une force extraordinaire d'exemple pour dire on doit protéger la vie. Bien, ça nous a aidé en France, de l'unanimité israélienne, ça nous a aidé de pouvoir avoir cette même unanimité ici. Je voudrais vraiment, dans cette période qui va être difficile, le déconfinement, la réouverture des synagogues, ça va être des débats difficiles. Justement, parce qu'il y a des régions qui sont très touchées, moins touchées. Il faut pas qu'on cède au risque de division par rapport à l'unanimité qui
qui a fait l'ouverture des synagogues. Alors, essayons d'être dans la concertation maximale. C'est important, effectivement, qu'on se concerte avec Israël, qu'on se concerte avec d'autres pays du monde, mais qu'on se concerte surtout en France pour que la réouverture se fasse dans les conditions optimales des synagogues, des écoles et toutes les structures de la communauté juive. Alors, au-delà de la communauté, on peut dire le consistoire, l'organisation que vous présidez depuis de nombreuses années, eh bien, a été lui aussi touché naturellement parce que, comme partout ailleurs, eh bien, on va dire toute l'activité communautaire s'est gelée. Comment vous envisagez au niveau de une sortie de crise, comment tout cela va reprendre au niveau de tous les domaines dont le consistoire est responsable, c'est-à-dire la cacheroute d'un côté, les conversions, les mariages, toute la vie communautaire de la communauté juive en France? Oui, alors on est face à beaucoup de problématiques. Les mariages, j'en ai parlé avec le président de la République et avec les différents ministères. On est sur des personnes qui peuvent décaler leur mariage. On est sur des personnes très pratiquantes qui attendent la roupa, c'est vrai en Israël également, pour pouvoir vivre ensemble. Donc je suis sur ce dossier quasi quotidiennement pour essayer de voir comment on solutionne, même en petit comité, la question des mariages. Il y a eu des mariages, par exemple, en comité restreint qui sont produits ces dernières semaines? Non, alors il faut savoir qu'en France, il y a une règle juridique, c'est qu'on ne peut pas se marier religieusement tant qu'on n'est pas marié civilement. Or, les mariages civils sont arrêtés depuis le confinement, depuis le 17 mars. Donc, les derniers mariages que nous avons pu célébrer avec beaucoup d'émotion, c'était le 17 mars avant midi. Et on les a fait en petit comité parce qu'à l'époque, on était sous la règle des petits comités. Depuis, il n'y a plus de mariage officiel religieux en France et c'est pour ça. Alors là, maintenant, on est dans une période où il n'y a pas de mariage jusqu'à l'Akba Omer. Ce qu'on essaye de voir, c'est si après l'Akba Omer, dans la fin du mois de mai ou de juin, si on peut reprendre au moins les mariages civils en petit comité et les mariages religieux en petit comité. Bien entendu, il n'est pas question de faire de fête jusqu'à la fin du mois d'août. Ça a été déclaré de façon très claire par le gouvernement français. Et je pense qu'en Israël aussi, il va y avoir cette même difficulté. Donc, de pouvoir reprendre au moins les mariages. Donc, c'est un dossier difficile qui n'est pas encore tranché, comme beaucoup de dossiers qui sont à l'étude et sur lesquels nous travaillons. Maintenant, vous avez parlé de la vie communautaire. Je voudrais rendre hommage, c'est vrai en Israël, mais c'est vrai partout dans le monde et en France. On a découvert Zoom, on a découvert tous les outils numériques qui nous permettent tous les jours d'envoyer une newsletter du consistoire avec des cours excellents de l'ensemble de notre corps rabbinique. Et d'ailleurs, j'appelle tous les francophones rabbins en Israël à nous envoyer également des matières de cours pour qu'on puisse continuer. Les gens sont à la maison, au lieu d'écouter, de voir des films et de regarder en continu les chaînes d'information. Ils peuvent aussi alimenter leur connaissance juive. On a créé le e-learning pour le Talmud Torah, pour tous les enfants qui ne sont plus au Talmud Torah. On essaye de créer un maximum d'outils qui permettent de garder le lien. J'ai eu moi-même un nombre important déjà de réunions avec les administrateurs du consistoire, avec un certain nombre d'acteurs de la communauté par les différents pour maintenir ce lien, pour maintenir les offices. Il y a tous les matins, tous les soirs dans beaucoup de communautés des offices par Zoom, en dehors du Shabbat bien entendu et des fêtes. Il y a des cours qui sont donnés. Donc chaque communauté essaie de maintenir le lien avec ses fidèles. Mais c'est vrai, vous avez raison. On est devant une conséquence économique qui va être majeure sur l'institution que j'ai la responsabilité de présider, puisque quand il n'y a plus d'ouverture des synagogues le Shabbat, les dons, vous le savez, sont faits essentiellement en Shabbat, et donc on va avoir une crise. Le consistoire ne vit pas, pour les gens qui ne connaissent pas bien l'institution majeure du judaïsme français, n'est pas soutenu par l'État, n'est pas subventionné par l'État. Les rabbins, le corps professionnel de l'ensemble des services consistoriaux sont rémunérés par le consistoire, c'est-à-dire par les dons qui sont faits. Et quand il n'y a plus de dons, on doit maintenir cette vie. Pour nous, il n'est pas question de mettre en péril la situation économique de famille. On a mis en chômage partiel ce que l'État nous permet une partie des gens, ce qui n'est pas possible pour le corps rabbinique pour différentes raisons juridiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc oui, j'ai face à moi et avec les administrateurs qui m'entourent et les présidents de communauté et avec vous, un enjeu majeur de maintenir forte la structure consistoriale qui gère la vie juive en France, qui est aujourd'hui l'interlocuteur des pouvoirs publics pour les questions de décès, pour les questions de personnes âgées, pour les questions d'aumônerie. Je voudrais rendre hommage aux aumôniers qui ont fait un travail exceptionnel pour pouvoir maintenir le cachère et fournir en cachère, alors qu'on a une explosion du nombre de juifs qui ont été hospitalisés. Ils ont
pu tous être fournis en barquettes cachères à travers la France, et le travail qui a été fait par l'aumônerie a été inédit, avec Pessard au milieu. Pessard au milieu, fournir du cachère à Pessard dans les aumôneries, ça a été aussi un travail majeur. Donc c'est pour vous faire palper, il y a des difficultés qui sont françaises par rapport aux difficultés qui sont israéliennes, avec une crise qui est beaucoup moins forte en Israël. Pardon, encore un point. Rapidement, Joël, parce que nous devons terminer en antenne. Sur le déconfinement, quand on rouvre des synagogues en France, c'est la responsabilité des présidents et des rabbins. Quand vous rouvrirez les synagogues en Israël et quand il y a des minyanim qui se font en Israël, il y a la police qui gère le déconfinement et qui gère le respect des règles. En France, la police respecte des règles dehors, mais à l'intérieur, c'est nous. Et vous savez que nous, la puissance d'un président, d'un rabbin n'est pas équivalente à celle d'un policier. Voilà. Alors, on l'a bien compris. C'était ces quelques mots que je voulais vous dire et redire à toute notre communauté en Israël combien la difficulté pour beaucoup de familles de ne pas se voir, mais on va se retrouver, on se retrouve par différents canaux, on va se retrouver et on va faire des fêtes ensemble, si Dieu veut, après la fin de cette crise. Be'ezrat Hashem, merci beaucoup Joël Mergui d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite à vous bonne santé, à toute la communauté en France une bonne santé et un prompt rétablissement sur un retour à une forme de normalité qui ne sera pas la même que jusqu'à présent, jusqu'alors. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt et même Shabbat Shalom. Merci et Shabbat Shalom.